pendant. D'accord. OK. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette conférence. Bienvenue au partage que nous allons avoir pour la prochaine heure autour d'un ensemble de récits de l'histoire de WeShare. WeShare, c'est une communauté, c'est un accélérateur d'idées et qui participe à des modèles de modèles sociaux et économiques émergents qui sont basés sur la collaboration, sur la recherche du lien social et du bien commun. Nous allons avoir une conversation avec 3 intervenants et l'idée ici, c'est de nous partager leur expérience de non seulement la réflexion, mais l'expérimentation, les approches participatives qu'ils ont mises en œuvre. Et c'est une approche qui évolue en permanence et qui rassemble en son sein, au sein de WeShare, des profils variés. Et ils ont 3 thèmes principaux. Premièrement, la transformation des villes et des territoires. Ensuite, l'impact du numérique sur la société, les nouvelles formes de travail et d'organisation. Donc, pour nous donner un aperçu de cette mosaïque de possibilités, nous avons 3 membres de cette communauté WeShare qui vont nourrir la conversation ce matin. Premièrement, je vous introduis Clotilde, qui est basée entre Paris et Munich et qui va intervenir à la fois sur le développement et la stratégie en tant qu'organisation et qui dirige et participe à des projets, à des événements et à un média en ligne. Nous aurons également Antoine Ramelaer, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, et qui, en fait, après avoir séjourné en Afrique du Sud, il a décidé de rejoindre ce collectif et il attache à ce collectif son activité de chef de projet. Il est aussi facilitateur et il travaille pour une société qui est dans la vente des filtres industriels. Nous avons également Tana Miranga, qu'on va appeler Tana ce matin, qui est également un membre actif de la communauté de Paris. Il a grandi à Madagascar et après des études en France et un passage en cabinet de conseil, il est dans le collectif depuis 2016 et il intervient sur les sujets de design et de stratégie de plateforme. Donc, cette conversation va être animée par Mireille de Well-Grounded. Et même si les témoignages que nous allons avoir ce matin s'inscrivent beaucoup plus dans un contexte européen, l'idée, c'est que la communauté WeShare, qui n'a pas déjà beaucoup d'expérience en Afrique, en dehors d'Égypte, veut quand même nous partager son expérience de la gouvernance partagée. Et à travers ce partage d'expérience, nous pourrons trouver des idées pour éventuellement répliquer au niveau local. Donc, comme pour les dernières conférences, nous avons 1 heure. Nous réitérons la demande à tous les participants de garder les micros fermés lorsqu'ils n'ont pas la parole, mais de participer à travers le chat, à poser toutes sortes de questions que vous voudrez. Après la partie de conversation qui va être facilitée et animée par Mireille, nous allons également avoir un espace de questions-réponses, un espace pour répondre aux questions que vous aurez posées. Donc, rassurez-vous que votre micro est éteint et nous allons passer la parole à Mireille pour commencer la conversation. Mireille? Merci Fidèle pour cette introduction et merci à tout le monde d'être là. Donc on va, si ça vous dérange pas, ça serait bien qu'on garde nos caméras éteintes. Comme ça, c'est plus facile pour vous de repérer les panélistes qui sont là. Donc ça facilitera le visuel. Et de garder vos caméras, comme Fidèle l'a dit, vos micros éteints pour faciliter le son en fait. Donc, comme Fidèle l'a dit, on a le plaisir donc d'accueillir Clotilde, Tana et Antoine à travers cette session qui est plus une table ronde en fait. Et du coup, on va commencer direct. Fidèle a présenté WeShare comme une communauté, mais on aimerait en entendre un peu plus dans vos propres mots et j'aimerais passer la parole à Clotilde. Comment décrirais-tu pour nous WeShare? C'est quoi WeShare exactement dans vos mots, dans ton expérience?
Oui, bonjour, bonjour à tous et merci Mireille. Donc, j'ouvre le bal et ravie d'être parmi vous actuellement. Et donc, en effet, WeShare, donc c'est une communauté, mais c'est aussi bien plus. Et c'est d'ailleurs souvent la question qui nous pose le plus de difficultés. Comment définir WeShare? Parce que finalement, là, c'est moi qui ai la parole, je vais vous donner ma définition, ce qui probablement ne serait pas la même définition, en tout cas pas exactement la même, si c'était Tan ou Antoine qui répondait. Et donc, pour essayer de la faire courte, en fait, WeShare, c'est avant tout un réseau international de membres engagés qui a commencé à l'origine, donc en 2012, autour, on va dire en quelque sorte d'une utopie, celle de faire advenir une société plus collaborative. Et donc, à partir de cette envie, en fait, de regrouper un certain nombre d'individus qui avaient envie de travailler sur cet objectif, de faire advenir une société plus collaborative, plus ouverte, qui soit plus en fait dans la collaboration et dans la coopération. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Aujourd'hui, si je devais en quelque sorte définir WeShare de manière assez succincte, je pourrais dire que ça s'apparente énormément à donc un réseau qui permet à ses membres de, en quelque sorte, incuber de nombreux projets et d'idées. En fait, on a imaginé une organisation qui s'est développée autour de plusieurs communautés dans le monde. Il y a la communauté en France sur laquelle Antoine, Tan et moi sommes attachés. Il y a une communauté en Allemagne, à Barcelone, à Montréal et dans plein d'autres endroits. Et en fait, chaque communauté locale, derrière, développe certains projets et certaines initiatives qui visent justement à travailler sur ces notions. Donc, on l'a mentionné, 3 axes en particulier, de transformation des territoires et des villes, ou sur des projets qui vont avoir un lien avec le numérique. Quel est l'impact du numérique sur la société, ou encore sur les nouvelles formes d'organisation et du travail. Et sur ce point précis, tout ce qui est lié en fait aux nouvelles formes de travail, finalement, on s'inspire énormément de ce qu'on fait nous en interne, de notre modèle de gouvernance, de la manière en fait dont on a imaginé le collectif et ce qu'on apprend en faisant tous ensemble, ce réseau de personnes en fait qui rassemble environ, je dirais, 25 personnes en France et 50 au niveau mondial aujourd'hui. Et bien justement, en fait, voilà, ce qu'on fait ensemble derrière, on va essayer en fait de diffuser nos savoirs et de participer à faire évoluer certaines postures dans certaines organisations. Voilà, en quelque sorte. Et j'ajouterai un dernier point par rapport à ce qu'est WeShare, c'est qu'aujourd'hui, si finalement définir le collectif en tant que tel est assez difficile pour nous, parce que c'est vrai qu'on y vient ou on y fait chaque membre des choses assez différentes, à la fin, il y a un point commun, un dénominateur commun très fort dans le collectif. C'est à la fois nos valeurs, qui sont vraiment le cœur et le ciment du collectif. C'est ce qui rassemble tous ses membres et c'est ce qui fait que les membres ont envie de rejoindre WeShare et d'y rester. On aura le temps d'y revenir. Donc, ces valeurs qui sont en partie la collaboration, l'ouverture, alors ce qu'on appelle donc care, le prendre soin, la douocratie, donc qui est le fait de favoriser, en tout cas d'encourager le fait de faire. Ceux qui font derrière ont une certaine légitimité. Et la dernière qu'on appelle permanente bêta, ce qui est parce qu'en fait l'organisation est en constante évolution et elle n'est jamais fixe. Et encore une fois, pareil, on aura le temps d'y revenir un peu plus en longueur derrière. Donc voilà, je dirais que c'est le point principal qui décrit aujourd'hui WeShare. Ce sont nos valeurs et c'est ce qui nous rassemble tous en tant que membres autour de ce socle très fort. Merci Clotilde pour cette première intervention. Du coup, si je t'ai bien entendu, tu as dit que c'était d'abord né avec l'idée autour d'un objectif. Donc, du coup, je vais poursuivre avec Tana, si tu es OK, Tana. Est-ce que tu peux nous parler vraiment l'histoire de la naissance de WeShare? Comment il est né? D'où est venue cette idée? Pourquoi WeShare? Très bien. Déjà, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, en fait, comment est-ce qu'est né WeShare? WeShare est né d'une conversation. Et parce que on se posait notamment la question de qui est le fondateur ou la fondatrice de WeShare. En fait, c'est plusieurs personnes. Et en soi, c'est ça qui fait que c'est ça qui donne aussi aujourd'hui sa dimension,
on va dire, horizontale et distribuée, c'est que c'était toujours des gens en fait qui débattaient sur des idées. Et ces conversations, elle a commencé, comme le disait tout à l'heure Clotilde, sur un objet qui est l'économie collaborative. Donc, en fait, c'est donc des gens qui se sont réunis, typiquement, il me semble que c'était en 2012, donc sur Twitter, où il y avait un hashtag qui avait commencé à monter, c'est celui de l'économie collaborative. C'était au tout début des Airbnb, des Uber, etc. On n'imaginait pas encore vraiment ce que ça allait devenir, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Et donc, des gens enfin, 8 personnes se sont rencontrées autour de ce hashtag, enfin, plus que ça. Ensuite, 8 personnes ont décidé de faire communauté euh, euh, pour parler vraiment de ce sujet. Donc, à partir de ce premier groupe, un tour de France de l'économie collaborative a été organisé, des festivals. En fait, c'est un peu ce qui a fondé aussi, et on pourra sûrement en parler tout à l'heure, ce qui fait la force d'une communauté, c'est quand même les rencontres physiques. Bon, aujourd'hui, on est à distance, mais c'est très important. Et nous, même si on travaille, on va en parler aussi avec beaucoup d'outils numériques, on tient beaucoup à ce qu'on se rencontre, en fait, et qu'on ait cet échange-là, parce qu'il y a quelque chose qui passe dans la rencontre physique qui ne passe pas par le numérique. Et donc, il y a des festivals qui ont été organisés, notamment les WeShare Fest, qui ont commencé à Paris, puis ensuite se sont répliqués dans différentes villes, notamment au Brésil. Donc en fait, ce sont ces éléments-là qui ont vraiment assis la communauté comme étant un point de rassemblement de différents points de vue, de différents parcours, de différentes intentions aussi. Et quand on parle de WeShare aujourd'hui, qu'on dit que c'est un réseau, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire, c'est pas juste de rester entre nous, entre, on va dire, des gens qui font de la recherche ou des gens qui font du design ou des gens qui font de l'accompagnement. On va aussi aller parler avec des politiques, on va aller parler avec des gens de la société civile, on va parler avec des gens des entreprises, on va parler avec des makers. En fait, c'est vraiment faire ce lien-là, connecter, on va dire, dans un écosystème, les bonnes personnes avec les bons sujets pour justement nourrir cette conversation encore aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est les éléments essentiels. Et puis moi aussi, je ne sais pas si Clotilde et Antoine, vous avez d'autres éléments qui pensez qui font date sur la création de cette communauté. Peut-être pour rester juste sur cette partie-là, Tana, les 8 membres qui ont créé WeShare, ils sont toujours actifs en ce moment. Et quelle est leur place dans ce qui s'est créé? Alors, je ne suis pas sûr c'est exactement sur le chiffre 8, mais je pense que je ne suis pas trop loin en tout cas c'est moins de 10 et plus de 5. Une petite fourchette là. Mais non, ils ne sont pas tous là. En fait, la plupart même en fait, sont partis sur d'autres aventures. Et il y en a encore quelques-uns qui sont soit alumni, c'est-à-dire qui restent dans le giron de WeShare et qui viennent éventuellement à des événements qu'on organise, qui continuent éventuellement à mentorer sur certains sujets. Mais d'autres sont partis, typiquement, on a par exemple une des cofondatrices qui est aujourd'hui directrice de la maison du zéro déchet, enfin de Zero Waste France plutôt, qui a une maison du zéro déchet. Enfin, il y a d'autres qui ont monté des boîtes de communication. Enfin, il y a différentes initiatives qui sont nées. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que ça veut dire aussi une chose qu'on vit encore aujourd'hui. Donc, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que le collectif existe. C'est que c'est un collectif d'entrepreneurs. C'est-à-dire que les gens arrivent et viennent vers WeShare parce que c'est un espace de contribution et ils viennent apporter quelque chose. Et ça, c'est essentiel dans la notion de communauté. C'est qu'on ne vient pas forcément chercher quelque chose, même si on se reconnaît dans les idées et les valeurs qui sont véhiculées, on vient d'abord contribuer. Et du coup, c'est cette force de contribution-là qui fait que le collectif, il change, il évolue, il vient vers de nouveaux sujets. Et ce qui fait aussi naturellement que des fois, il y a des gens qui se disent à un petit moment, tiens, j'ai envie d'explorer d'autres choses. Et c'est la notion d'ouverture aussi à laquelle on tient beaucoup et qui fait la force, je pense, du collectif aujourd'hui et qui fait ce renouvellement constant. Eh bien, c'est intéressant parce que j'avais une question suivante pour toi, Antoine. J'allais te demander qu'est-ce que tu es venu chercher à WeShare, mais apparemment, vous ne venez pas chercher des choses, vous venez contribuer. Donc, du coup, quelle est ta place là-dedans, Antoine? Comment tu es arrivé? Qu'est-ce qui t'a intéressé à te joindre à ces collectifs? Ouais, merci déjà pour l'accueil et puis je te remercie également pour la question. En fait, qu'est-ce qui m'a poussé au début à m'intéresser à WeShare? C'est assez simple. J'étais en Afrique du Sud à ce moment-là. WeShare faisait partie des médias en ligne que je lisais assez régulièrement et j'appréciais particulièrement l'approche qui était donnée
notamment justement sur ces enjeux autour du numérique et de l'impact qu'il peut avoir sur la société. Et j'adorais en fait à la fois la plume, mais également le côté critique. C'est-à-dire que là où la plupart des médias nous vendaient une révolution du numérique qui nous venait en grande partie de la Silicon Valley avec des Airbnb ou des Uber, là on avait quelque chose qui allait interroger davantage les fondements de ces acteurs-là et qui essayait de faire un peu de prospective en se disant très bien, mais si demain cette économie-là se transformait entièrement avec ces ambassadeurs qui nous viennent de la Silicon Valley, quelle image, enfin quel changement de paradigme, quel changement d'organisation, quel changement de relation entre nous on aurait à se confronter. Et en fait, voilà, j'étais en Afrique du Sud à ce moment-là. J'ai pris contact avec ce qu'on appelle des connecteurs, donc des personnes qui sont investies depuis un certain temps, qui contribuent en fait à l'émergence de la communauté sur leur territoire et qui vont pousser soit des chantiers ou soit des thèmes qui leur sont favorables et qui vont avoir ce travail aussi d'accueil des nouvelles personnes. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait, comme on disait en introduction, il n'y avait pas de communauté en Afrique subsaharienne. Et j'ai dû attendre en fait mon retour en France pour rencontrer le connecteur qui à ce moment-là était basé à Bordeaux. Et voilà, petit à petit en fait, j'ai mis un pied dedans. Je me suis rendu compte que c'était bien plus large effectivement que le magazine en ligne, qui avait véritablement cette communauté qui existait, qui était présente à travers le monde. Ça m'a beaucoup plu d'avoir cette possibilité d'échanger avec des personnes qui évoluaient dans des contextes culturels complètement différents et du coup qui pouvaient partager des regards complètement différents de ceux qu'on a en Europe, notamment sur ce sujet du numérique. Et puis ensuite, en termes de contribution, bon, pareil, moi j'étais à ce moment-là en fin d'études, donc au début c'était seulement du bénévolat. On a commencé moi je m'installais à Marseille à ce moment-là, donc avec des personnes qui étaient en cours d'installation depuis Paris, on a remis au goût du jour ce qu'on appelle des WeShare Talks, donc en fait des conférences ouvertes sur des sujets qui nous questionnaient à ce moment-là. La première, c'était justement sur l'éducation. Quel nouveau modèle d'éducation avec l'impact du numérique? Et comme le disait Tan juste avant, en fait, ce que j'ai apprécié sur cet événement-là, c'est la diversité des profils. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans une salle avec 70 personnes qui regroupaient à la fois des personnes qui étaient à la tête de tiers-lieux, d'espaces de coworking. Ça va peut-être parler à plus de monde, d'espaces de coworking comme La Ruche. On avait également des directeurs d'école, des professeurs, on avait également des développeurs. Et je trouvais que c'était assez génial sur ce thème-là d'avoir une diversité et puis derrière de constituer en fait des côtés, une participation véritablement à l'événement pour que derrière les liens subsistent et que les relations continuent à se nourrir les unes des autres après l'événement. Et voilà. Donc après, la contribution, la mienne, a changé puisque j'ai rattaché mon activité professionnelle à celle-ci en grande partie. Et puis récemment, à l'automne 2019, donc j'ai été recruté par une entreprise. Effectivement, le salariat ne me permet pas d'avoir autant de latitude sur le temps. Et du coup, ma contribution a changé. Donc, elle est davantage sur le magazine en ligne en ce moment. Voilà. Eh bien, merci Antoine. Et je vais poursuivre encore avec toi, Tana, une petite question sur, du coup, Antoine nous a parlé de comment il est devenu membre, mais qu'est-ce qui est attendu des membres? Qu'est-ce qu'on attend des membres quand ils se joignent à WeShare? Alors, en fait, c'est un peu comme la question de présente qui était quelle est la définition de WeShare? C'est une question qui nécessite d'être prise aujourd'hui parce que en fait, ça évolue dans le temps. WeShare, c'est une organisation qui s'assoit enfin, qui se construit avec les gens qui sont dans l'organisation et la définition d'un membre, typiquement en 2012, n'est plus la même qu'aujourd'hui en 2020 et sera sûrement différente l'année prochaine. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 3 catégories de membres, enfin de niveau d'implication, on va dire, au niveau de contribution. Si on va de l'extérieur vers l'intérieur, ceux qui sont, il y a, on va dire, ce qu'on va appeler les amis de WeShare, ou peut-être des membres, si on peut appeler ça comme ça, donc des gens qui se reconnaissent dans, se reconnaissent dans ce qu'on a envie de porter comme idée,
qui éventuellement de temps en temps collaborent avec nous, que ce soit de manière professionnelle ou associative, qui vont aussi contribuer en fait ou participer aux conversations qu'on lance. Ça, on va dire, c'est les amis de WeShare, ils sont partout dans différents écosystèmes. Après, il y a ce qu'on appelle les membres actifs. Donc, typiquement, moi, je suis membre actif. C'est des gens qui sont investis dans le collectif. Et après, on va aussi en parler, mais la question de la gouvernance, typiquement en France, de la communauté en France est différente d'autres pays, que ce soit en Allemagne, au Brésil, etc. Donc, je veux plutôt parler de la France pour l'instant. Donc, un membre actif en France, c'est quelqu'un qui est investi dans la gouvernance de la communauté, qui participe au projet, qui vient participer aux discussions, en fait. Et tout au centre, et là, vous pourrez demander plus spécifiquement à Clotilde et Antoine, on a ce qu'on appelle des connectors qui, en fait, eux, ont la vraie responsabilité du collectif, et notamment juridiquement. Ils sont impliqués juridiquement dans les statuts et qui, vont participer à des discussions encore plus serrées sur des sujets encore plus stratégiques sur l'avenir du collectif, notamment dans la communauté où ils sont, donc typiquement pour nous en France. Donc, on attend plusieurs choses des membres. Ouais. Je ne sais pas si Clotilde, tu veux peut-être ajouter un petit point dessus? Oui, je veux bien compléter peut-être. En fait, pour éclaircir, en tout cas en France, c'est vrai qu'on a des membres qui ont des participations différentes au collectif. Donc, comme l'a dit très bien Ditane, on va avoir on va dire le niveau minimum, qui sont les amis de WeShare, qui sont des personnes avec qui on a l'habitude de collaborer, de travailler, qui suivent énormément ce qu'on fait et ce qu'on partage, parce que tous nos travaux sont open source. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Mais en fait, si vous allez sur notre site internet, vous avez accès en fait à des explications des projets que l'on mène, de la méthodologie. L'événement qu'on a organisé, le WeShare Fest qu'on a évoqué précédemment, on a développé ce qu'on appelle un WeShare Fest Toolkit, ce qui permet à n'importe quelle organisation partout dans le monde d'avoir exactement toutes les étapes par lesquelles passer si on a envie de reproduire un événement similaire. Alors en fait, tout ce qu'on fait, on essaie au maximum de l'ouvrir. Et donc, on a en fait nos amis, en quelque sorte, qui sont des personnes qui peuvent nous contacter, qui peuvent rentrer, avec qui on va échanger, mais qui ne vont pas directement travailler dans le collectif. Ensuite, on va avoir en effet donc, les membres actifs qui, eux, ont un rôle très important aussi sur les projets qu'on va mener dans WeShare, que ce soit des projets d'accompagnement avec des entreprises, avec des collectivités, que ce soit de l'événementiel ou autre, ou de la recherche. Et on a en effet les membres qu'on appelle donc connectors, qui sont ceux qui ont en quelque sorte accès à l'ensemble de l'information du collectif et qui vont voter sur des amendements qui vont concerner le cœur en quelque sorte du collectif. Et c'est notamment sur les questions de marque et les questions qui sont liées au financement, à la question budgétaire, où là, les connectors en fait ont un rôle un peu plus de garant en quelque sorte, du collectif. Et pour être connecteur, on a mis en place un processus où en fait, souvent, ce sont des membres qui ont déjà travaillé sur au minimum 3 projets dans WeShare et qui vont être cooptés en fait par 3 autres connecteurs. Donc en fait, 3 autres connecteurs vont être d'accord pour que ce membre devienne connecteur et ce membre doit faire une lettre, une sorte de lettre de motivation en quelque sorte, en tout cas qui présente pourquoi il souhaite lui aussi devenir connecteur et comment il souhaite en fait contribuer au développement et au rayonnement de WeShare en tant que connecteur. Voilà un petit peu ce qui fait les différents jalons sur les membres du collectif. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que moi, je suis connectée un peu à WeShare depuis une année. Je suis dans le groupe, je vois passer des infos, je suis tout. Et quelqu'un me demandait, du coup, t'es membre? J'ai dit non, je suis pas membre, mais j'aime bien ce qu'ils font et je suis là, je connais 2 ou 3 personnes et je regarde et ça. Et donc, du coup, ça fait écho à moi, où je me trouve en ce moment, plus en train d'observer et de regarder comment ça se passe et possiblement comment agir dedans. Donc, voilà, j'aimerais partager ça. Et du coup, Clotilde, est-ce que tu peux continuer en nous disant comment tu décrirais, toi, la gouvernance de WeShare? Et je ne sais pas si c'est la même partout ou si c'est de WeShare France dont tu vas parler. Comment tu décrirais cette gouvernance en fait? Ouais, alors moi, la gouvernance de WeShare, je la
décrit par deux mots, en fait, en quelque sorte, donc chronophage et intense, mais à la fois unique, en fait. C'est-à-dire que donc, moi, je suis connecteur et j'ai rejoint le collectif il y a plus de 2 ans et demi. Et directement, j'ai souhaité prendre vraiment part dans ces notions de gouvernance du collectif. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu en quelque sorte au cœur de la machine, si on peut le définir comme ça. Et en fait, cette gouvernance, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est à l'image de l'organisation. Elle est mouvante. On fait évoluer constamment la manière dont on organise l'organisation. Et comme l'a mentionné Tan, finalement, on a mentionné les fondateurs. Les fondateurs, aujourd'hui, ne sont plus des membres actifs du collectif. Les fondateurs sont devenus des alumni qui n'ont plus un pouvoir de vote, qui n'ont plus de rapport privilégié au sens extrême avec le collectif. Et ça, c'est quelque chose de très important pour WeShare, c'est-à-dire que la gouvernance, elle évolue avec les membres et que souvent, il va y avoir en fait des membres très investis qui vont travailler sur les sujets un peu transverses et qui, à un moment, vont laisser la place, qui vont partir, qui vont faire d'autres choses et ce qui va en fait permettre à d'autres membres de monter et de prendre la relève. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je dirais que notre gouvernance, elle a été pensée pour faire en sorte qu'il y ait le moins de contraintes possibles, au sens où ce qui nous intéresse avant tout, nous, c'est que ce soit nos projets et que ce soit en fait l'intérêt général à travers les projets que l'on mène qui prime. Donc, on a toujours essayé de rendre cette gouvernance le plus malléable possible, de fait qu'il y ait des personnes qui puissent en fait travailler avec WeShare sous une modalité à 10% de leur temps, d'autres à 300% et d'autres encore au milieu. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir tout son modèle économique, en tout cas de travailler à 100% avec le collectif. C'est vraiment à l'envie des membres. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de mettre en place. C'est une gouvernance qui nous permet d'être agile, le plus agile possible et de nous adapter aux réalités des différentes personnes. Et alors ensuite, c'est vrai qu'on a, nous, beaucoup expérimenté et pour ça, on travaille avec de nombreux outils. Parce qu'on l'a précisé, WeShare, c'est un réseau international. Donc, de fait, on ne se voit pas tous les jours et on a besoin, en fait, d'être aussi très connecté. Et donc, je sais que vous allez probablement avoir une discussion avec Francesca un peu plus tard sur CoBudget, l'outil CoBudget, voilà, qui est un des outils qu'on utilise, nous, dans le collectif pour traiter de certaines questions liées à des financements de projets. Mais je dirais que notre outil principal, nous, c'est Loomio. Alors, ça s'appelle Loomio. Et ça, c'est un outil assez magique qui nous permet de traiter de gouvernance, en fait, et d'avoir des débats en ligne et de pouvoir tous voter de manière asynchrone sur les sujets qui concernent vraiment l'ensemble des membres dispersés un peu dans le monde. Donc voilà, donc on a en France aussi, on s'est beaucoup rapproché depuis 1 an d'un modèle qu'on pourrait appeler sociocratique, donc qui en fait est un modèle qui est plus fait par groupe de gouvernance, en fait, par cercle de gouvernance. Chaque membre se rejoint dans un cercle qui va avoir un périmètre d'action dédié. Donc aujourd'hui, on est plusieurs à avoir formé un cercle qui est dédié aux activités commerciales, un cercle qui est dédié à l'administration, un cercle sur la communication, un autre sur la vie du collectif. Et donc, en fonction du cercle dans lequel on s'investit, on va travailler sur ces chantiers. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et aujourd'hui, on est en train de voir que c'est encore en train d'évoluer, que ça change et que voilà, c'est vraiment, on avance, on recule et on adapte au fur et à mesure des membres. Et merci Clotilde. C'est le fait que vous avancez, vous reculez, tu as dit ça s'adapte constamment, tu avais dit ouais c'est ça s'adapte constamment. Vous les vivez comment? Comme quelque chose de voulu, comme un échec, en se disant ouais on n'arrête pas de revenir, de repartir, de recommencer, de tourner en rond. Comment vous les vivez vous? Je pense que c'est des phases. En fait, il y a quelque chose d'extrêmement excitant dans le fait de toujours essayer de mettre en place une gouvernance un petit peu nouvelle, travaillée, qui va venir un petit peu aussi nous chahuter. Et finalement, on expérimente énormément et ça, c'est quelque chose qui nous attire tous. Je pense qu'on est tous, une des questions, tu l'as mentionné tout à l'heure, qu'est-ce qui nous a attirés dans WeShare? Je pense que ce qui nous a tous attirés dans une certaine mesure,
c'est ce côté extrêmement expérimental, ce côté extrêmement novateur. Et donc, quand on rejoint WeShare, on s'attend à avoir ce type… et en fait, ce type de gouvernance nous amène aussi à avoir des débats extrêmement intéressants. Et donc, c'est un côté extrêmement riche là-dessus. En revanche, le pendant de ça, et je pense qu'on pourra y revenir aussi tout à l'heure, c'est qu'en effet, parfois, c'est extrêmement fatigant, chronophage. On a l'impression d'avoir une certaine inertie ou de se poser continuellement les mêmes questions. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il m'arrive de prendre des cafés avec des anciens membres du collectif et de leur parler de comment je vis le collectif aujourd'hui. Et ils me disent, c'est marrant, enfin, c'est les mêmes questions qu'on se posait il y a 5, 6, 7 ans. Mais c'est aussi, je ne pense pas que ce soit un échec. En fait, je pense que ce soit inhérent au fait qu'on ait designé, conceptualisé un collectif qui soit fait avant tout pour incuber des projets, pour lancer des initiatives, pour permettre à des membres d'avoir un espace assez sécurisant pour faire des choses, pour expérimenter, pour se rencontrer, pour débattre. Et que la gouvernance se met au service de ça. Et ça, c'est extrêmement important, en fait. C'est que vraiment, notre gouvernance, pour nous, ça doit être un moyen et non une fin. Et à partir du moment où ça devient une fin plutôt qu'un moyen, et ben dans ce cas-là, on se rend compte qu'il faut faire des changements. Voilà. Merci pour ça. Donc, Fidèle, essaye de regarder s'il y a des questions dans le chat. Je vais faire tourner 3 questions avant que tu ramènes les questions du public. Et voilà, donc je voulais te demander, Antoine, du coup, c'est d'après toi, quel est l'intérêt vraiment d'avoir une gouvernance partagée, ou je ne sais pas si vous l'appelez partagée ou autrement, d'ailleurs, vous allez nous dire, quel est l'intérêt de l'avoir en fait? Oui, mais écoute, c'est comme gouvernance, enfin, il y a plusieurs utilisations, il y a plusieurs mots qu'on peut avoir en tête, hein, gouvernance démocratique, gouvernance collaborative. En réalité, pour reprendre ce qui vient d'être dit, tout dépend de l'organisation. Tout dépend également aussi de l'objectif qui est poursuivi. Comme on a pu le préciser, parmi nos valeurs, on a justement l'expérimentation qui, en fait, se retrouve chez beaucoup de membres actifs et ensuite de connecteurs qui rejoignent la communauté. Donc, j'ai envie de dire, dans le cas spécifique de WeShare, ça va être cet objectif qui va être poursuivi. Comment on fait en sorte d'avoir des règles du jeu sur lesquelles on s'accorde, mais dans un même temps qui nous permettent d'avoir un espace de liberté qui soit assez grand pour monter des nouveaux projets, pour avoir des idées folles un peu qui peuvent sortir aussi de nulle part, d'avoir de nouvelles thématiques qui viennent interroger le collectif. Voilà, c'est avant tout ça quand même l'objectif qui est poursuivi. Bien évidemment, il y a comment dire une structuration, l'utilisation de certains outils qui nous permettent un peu d'organiser ce chaos, hein, tout simplement. Mais l'objectif qui est poursuivi derrière, c'est vraiment d'avoir un espace de liberté dans lequel chacune et chacun puisse se retrouver. Après, de manière plus générale, sur la gouvernance partagée, bon, bah, effectivement, on le voit aussi à travers des organisations qui participent à notre écosystème. On se retrouve avec une diversité de profils, certes qui viennent pour des raisons similaires, mais qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même formation, qui ne viennent pas des mêmes territoires. Et ça, c'est extrêmement important parce que, en fait, sur des thématiques, comme je le disais sur la première fois que j'ai répondu, c'est ce qui m'avait attiré, ce côté très international. Le bagage culturel aussi qui rentre en jeu. Et donc, et voilà, donc il y a ce côté-là très démocratique qu'on retrouve dans plusieurs organisations qui vont adopter la gouvernance partagée. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi l'adaptabilité au contexte qui est pas rien, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette sensation effectivement qu'on revient de manière un peu cyclique sur des questions qui ont déjà animé la communauté il y a quelques années. Mais il y a aussi cette extrême sensibilité à l'environnement. Et très rapidement, on peut effectivement être capable de revoir nos objectifs et de pouvoir s'adapter en fonction d'eux. Ça, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est quand même pas rien.
Il y a beaucoup d'organisations qui poursuivent justement cette capacité-là. Et ça fait partie des forces justement de la gouvernance partagée. Et puis, dernière chose, c'est l'effort qu'il y a à donner en termes de partage d'informations, de distribution d'informations. Et là, ça nous réinterroge tout simplement sur les mots qu'on utilise. C'est-à-dire que de la même manière qu'on ne va pas avoir une définition qui est la même du collectif Wisher en fonction des membres qu'on interroge, de la même manière, il va y avoir des mots qui vont résonner davantage chez certaines et certains. Et ça nous demande cet effort en fait de revenir à la base, en fait. Quelle est l'intention? Quelle est l'intention derrière ce mot? Est-ce qu'on partage véritablement ce qu'il porte? Et alors oui, tout ça est chronophage, mais voilà, ça apporte une richesse incroyable en termes de savoir, de développement de savoir collectif et d'expérimentation. Merci Antoine. Fidèle, est-ce qu'il y a des questions qui sont soulevées par les participants à ce point dans le chat? Oui, Mireille, en fait, il y a énormément de questions et je dis déjà merci à Antoine, à Tana et à Clotilde qui n'hésitent pas à répondre à plusieurs de ces questions. Donc, il y a quand même une question que je voulais relayer ici. Je mets deux questions qui sont venues des participants. Une était sur quels sont les principaux défis auxquels ils font face avec ce type de gouvernance. Et une autre qui se lie à ça, c'est quelles sont les faiblesses et les limites qu'ils ont déjà pu identifier jusqu'à ce stade et quelles stratégies ils mettent en place pour y faire face. Ça, c'est une première. Je pense que s'ils peuvent déjà indifféremment, Antoine ou Tana ou Clotilde, les aborder, le temps d'essayer encore d'autres. Ok, merci Fidèle. On peut commencer par ça et après on ouvrira un peu le micro s'il y en a qui veulent pas parler avec lever la main, lever la main avec le truc, comment ça s'appelle hein? Dans la liste des participants. Dans la liste des participants avec les trucs. Voilà. Je vous laisse la parole Antoine, Tania ou Clotilde pour répondre à ça. Vous êtes muté. Peut-être qui veut commencer? Est-ce qu'Antoine, tu veux commencer sur les limites qu'on a ou est-ce que… Oui, effectivement, on peut oui. aborder le sujet. Ça a été en plus déjà évoqué hein, en filigrane sur effectivement le temps que tout ça demande. Et effectivement, en fonction des réalités individuelles, comment ça peut être plus ou moins bien accepté. Voilà, de manière générale sur le temps. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme limite sur l'organisation? Là, je parle depuis l'expérience Wisher, mais j'essaye d'avoir quelque chose d'un peu plus large pour quand les participantes et participants s'y retrouvent. Il y a aussi le fait d'avoir des personnes qui sont ressources, qui vont développer une identité forte, par exemple, sur certains sujets. Donc, cette forme d'incarnation qui est à la fois un moteur avec un potentiel énorme, justement, pour donner la dynamique de la communauté, et de l'autre côté, qui peut créer à certains moments une forme de dépendance. Donc, ça, c'est aussi une limite que je vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait aussi d'avoir cette liberté de pouvoir proposer des projets, des événements, des partenariats, etc., qui sont les bienvenus de la part des membres actifs et des connectors, qui créent énormément d'informations, qui créent énormément de discussions. On a pu vous parler de Loomio auparavant, et je vous incite vraiment à aller regarder de plus près un petit peu ce que Loomio donne comme organisation des discussions. C'est super intéressant. Il y a cette possibilité de voter, de mettre des vétos sur certaines décisions qui engagent la communauté. Et voilà, on en revient à nouveau en fait à ce temps-là, c'est-à-dire que pour avoir la légitimité aussi à un moment ou l'autre de pouvoir donner son avis, eh ben, il faut faire tout ce travail d'acculturation, qui peut prendre du temps d'ailleurs pour des personnes qui sont nouvellement entrantes et qui exige de notre part de mettre en place un certain nombre de mécanismes que Clotilde a déjà cités pour voilà, accompagner et petit à petit donner de la légitimité à des nouvelles personnes de rentrer et de proposer de nouvelles choses.
Voilà en partie les limites. Eh bien, Voilà. Si je peux peut-être ajouter un mot là-dessus. En fait, je pense aussi que un des avantages de ce collectif, c'est que on est, comme l'a écrit Tam tout à l'heure, je crois, dans le chat, c'est que c'est un collectif qui est basé sur la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il m'arrive de travailler sur des projets avec Tan, avec Antoine, et pourtant rien ne nous relie juridiquement. Il n'y a rien qui officiellement fait que à tout moment, moi, Antoine ou Tan pourrait dire salut, ciao, je m'en vais et puis c'est fini, je pars. C'est quand même quelque chose qui est assez unique. Et parce que quand tu dis de travailler ensemble sur un projet, c'est-à-dire c'est un projet du collectif ou un projet de l'un d'entre vous? Ce serait un projet en fait qui engagerait la marque WeShare, qui serait vraiment fait au nom de WeShare, mais qui aujourd'hui, moi, je travaille que sur des projets WeShare. Néanmoins, juridiquement, il n'y a rien qui me relie à cette marque. Moi, je suis auto-entrepreneur juridiquement. Donc, j'ai ma structure, je suis auto-entrepreneuse et voilà. Et donc, c'est vraiment en fait cette notion de confiance qui est extrêmement importante dans le collectif et qui fait que entre tous les membres, on apprend, il y a vraiment une confiance très forte. Mais le pendant de ça, c'est aussi que cette confiance, elle doit se travailler, elle doit se préserver. Et du coup, c'est vrai que en termes ça peut être parfois compliqué d'accueillir de nouveaux membres, ça peut prendre du temps, où on va avoir des moments où finalement, à la fois c'est très positif et en même temps, de fait, du coup, parfois c'est compliqué de lancer des projets de très long terme. C'est-à-dire que WeShare, on va être très bon sur des initiatives qui vont au maximum prendre 1 an. Ou pour signer des projets qui vont en fait être sur une durée de 4 mois et qui vont être renouvelables. En revanche, nous engager sur 2-3 ans, donc on va être vraiment là sur des projets de transformation très longues, finalement, notre structure n'est pas adaptée à ça. N'est pas adaptée parce qu'en tant que membre, on n'est pas engagé aussi longtemps et on n'est pas lié à l'organisation comme on n'est pas salarié non plus. Et donc, il y a en termes de limites, voilà, ici, on a une limite très claire nous sommes très bons sur des projets qui vont être quand même à plus ou moins court terme ou moyen terme. En revanche, si ça engage sur du long terme, là, on voit bien que la structure n'est pas forcément adaptée là-dessus. Et Clotilde, je suis juste consciente qu'il nous reste 15 minutes, donc je vois arriver la main. Samantha, est-ce que tu peux prendre la parole et à la suite de toi, je prendrai la question de René. Non, allez-y, c'est bon. Pas de souci, on peut s'arrêter là sur la question des limites. Donc, Samantha, tu peux y aller? Oui, bonjour. Alors, déjà, je voulais dire que c'est super intéressant ce que vous faites avec WeShare et que je m'intéresse vraiment au réseau. Je suis déjà sur le site en train de regarder partout. Et je me dis, avec le réseau d'entrepreneurs que vous avez, vous travaillez beaucoup sur des projets très innovants. Et je me demandais si vous aviez 2-3 tips à donner quand on veut se lancer, pas quand on veut se lancer, mais quand on travaille sur l'innovation sociale. 2-3 grands trucs à garder à l'esprit quand on travaille sur l'innovation sociale. Voilà. C'est une vaste question. Très, très vaste question. Qui veut se lancer? J'y vais? Alors, 3 tips sur l'innovation sociale. J'ai eu une conversation il y a une semaine justement avec un collègue, pas de WeShare, mais qui travaille beaucoup sur l'innovation sociale au Maroc. Et un des points qu'on se disait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'innovation sociale, il faut considérer, c'est mon point de vue, encore une fois, peut-être sûrement Clotilde et Antoine auront d'autres points de vue, mais considérer les interdépendances. Ça, c'est une chose on pousse toujours chez WeShare, c'est de ne pas penser en fait que le social, c'est le social. Il est lié avec l'environnemental, il est lié avec le culturel, il est lié avec le politique. En fait, tous ces sujets-là sont reliés et de penser le lien entre tout ça. Et c'est souvent, quand on parle de changement systémique ou d'enjeux systémiques, c'est dans les relations entre les sujets que les choses sont les plus difficiles. Donc, je pense, penser les interdépendances, on pourrait aller très loin, mais je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et peut-être un deuxième point aussi, et
en même temps, pour rebondir un tout petit peu sur le point de Clotilde, derrière le sujet de la gouvernance chez WeShare, il y a aussi le sujet du modèle économique et du modèle économique de l'organisation, mais ça veut dire aussi le modèle économique de chaque personne qui fait partie du collectif. Et je pense que sur les questions d'innovation sociale, aujourd'hui, il y a aussi cette réflexion à avoir sur quel est son modèle économique, en fait, parce qu'on va dans des domaines ou dans des territoires où, on va dire, l'argent n'est pas vraiment dans ces sujets-là. Et pourtant, c'est super important et c'est fondamental de travailler dès aujourd'hui sur ça et avec toute l'énergie possible. Et donc, peut-être sur l'innovation sociale, je dirais aussi voilà, de considérer encore les questions des relations, en fait. Comment on construit ensemble et éviter autant que possible de dire j'ai une information, je la garde pour moi. On sait qu'il y a des jeux d'ego énormes dans les sujets d'innovation sociale. On vit en France et je pense que c'est partout pareil. Mais néanmoins, cette question de la collaboration, en fait, elle est fondamentale. Et notamment quand on parle de bascule systémique, c'est en fait quand on connecte plein de petits points du nouveau système, que ce nouveau système il prend le dessus sur l'ancien système dont on reconnaît tous les limites. Donc, je dirais sur ces deux points-là et je m'arrête là. Anna, je vais te demander de creuser un tout petit peu sur la question de ce modèle économique du système ou de l'environnement, de l'organisation de soi-même. Pourquoi c'est si important? Et je pose cette question parce que nombreux qui sont ici sont aussi ici parce qu'ils voulaient entendre un témoignage des réseaux, parce qu'eux-mêmes sont membres de certains réseaux, évidemment, à l'échelle nationale des différents pays. Et cette question-là, du coup, comment elle est traitée vraiment au niveau de votre réseau, du modèle économique? Clotilde qui nous disait, je ne suis pas salariée, mais je m'engage sur plein de projets quasiment à 200%, mais comment Clotilde a fait pour son propre modèle économique, par exemple, etc. Et je pense que c'est un peu la nerf de la guerre, comme on dit en Afrique, avec les réseaux en Afrique, comment ils se font financer en fait, quel est leur modèle économique. Et je pense que ça peut être inspirant. Tu veux lancer sur le financement, Clotilde, ou comment on fait? Oui, je peux. Alors, sur les financements, en fait, c'est très variable. C'est-à-dire que soit on va travailler, en fait, des entreprises vont faire appel à nous ou des collectivités locales. Et donc là, en fait, on va éventuellement faire une proposition à partir du besoin. Et donc, WeShare est contractuel, en quelque sorte, et prestataire. En revanche, on a, nous, une particularité dans notre prestation. C'est-à-dire que souvent, on aime bien poser les bases d'une relation partenariale avec les acteurs avec lesquels nous travaillons. C'est-à-dire que WeShare, l'organisation, ne travaillera sur ce projet qui nous est présenté uniquement si ce projet correspond à notre manifeste dans les lignes. C'est-à-dire qu'on a un manifeste qu'on est en train, qui est tout neuf, on est sur le point de communiquer. Et en fait, pour nous, c'est notre boussole. C'est notre manière de dire, est-ce que ce projet rentre dans les cases de ce pourquoi on est ensemble et de ce sur quoi nous avons envie de travailler ou non. Et si ça y rentre, derrière, on demande à nos partenaires vraiment dans notre contrat, apparaissent nos valeurs et on précise voilà notre manière de travailler avec nos partenaires. Est-ce que vous vous engagez à travailler de la sorte avec nous? Donc vraiment, encore une fois, collaboration, ouverture, le prendre soin, etc. Et donc, on demande à nos partenaires de se reconnaître là-dedans. Et s'ils ne se reconnaissent pas, alors on n'engage pas la marque WeShare, on n'engage pas la structure dans un projet. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on a aussi beaucoup de projets que l'on va mener nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes à l'initiative d'eux. Et dans ce cas de figure, on essaie toujours, en quelque sorte, de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller chercher des partenaires. Et on essaie toujours de mettre autour de la table des partenaires qui viennent d'horizons différents, des partenaires privés, des partenaires publics qui sont dans l'administration. Et on essaie comme ça de rassembler énormément de personnes qui habituellement ne se parlent pas forcément ou ne se côtoient pas forcément, mais nous, on voit un intérêt à les mettre en fait tous autour de la table sur un sujet précis. Donc, on va avoir différentes modalités en quelque sorte de financement. On est très peu sur le mécénat. On n'en a jamais vraiment, alors qu'on pourrait sur des projets, mais on n'a jamais été très bon là-dessus. On n'a jamais eu de personnes qui se sont vraiment jetées à corps perdu dans le fait d'aller chercher des financements et des mécènes. Donc, nous, on est beaucoup vraiment sur travailler, aller chercher des partenaires qui se reconnaissent dans nos projets et qui vont en fait décider de nous suivre dans nos initiatives. Et ça fait un peu le lien avec la question de Samantha sur
finalement, pourquoi aussi, un des tips pour de l'innovation sociale, nous, en tout cas, ce qui nous tient à cœur souvent, c'est d'être à l'initiative des projets qu'on a envie de lancer. On répond très peu à des commandes. À moins qu'on puisse influencer suffisamment la commande pour pouvoir l'orienter telle qu'on souhaite la mener. Mais on reste toujours un petit peu maître à bord. On essaie au maximum, en tout cas. Et ça, c'est vraiment dans notre modèle économique avec nos partenaires un aspect très fort. D'accord, merci beaucoup. René, tu as la main levée. Est-ce que René, tu peux poser ta question? Ton micro est fermé. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses, même sur le chat. On va être bref, René. Il nous reste 10 minutes. Oui. Donc, jusqu'alors, je n'ai pas perçu le sujet sur les limites et les faiblesses de cette plateforme. Parce que lorsqu'on veut avancer, il faut les limiter. Je reviendrai pour dire, comme ils m'ont répondu, c'est une plateforme qui se base sur la confiance. Mais moi, je pense bien que là où il y a des hommes, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il y a toujours un critère qu'il faut savoir que les membres qui sont là ne sont pas juste seulement des assistants, ils viennent réellement contribuer. Parce que c'est aussi ça qui va nous permettre de pérenniser la plateforme. C'est ça qui manque parfois de nos plateformes, on n'arrive pas à y aboutir. Donc, je voulais peut-être m'arrêter là. Merci. Peut-être pour rebondir juste rapidement, c'est tout à fait, je vois Clotilde qui a acquiescé aussi sur ce commentaire, et la confiance, et notamment par rapport aux stratégies qu'on met en œuvre justement pour continuer à évoluer. Aujourd'hui, on est dans une phase de structuration un peu plus forte, c'est-à-dire qu'on essaie de poser vraiment des cadres un peu plus rigides, on va dire, et après chacun se reconnaît ou pas dans ce cadre, et puis on imagine différents niveaux d'implication. Mais oui, on travaille sur ça. Nativement, WeShare, c'est encore une fois une conversation, un groupe de gens qui se reconnaissent sur des valeurs. Donc, il n'y a pas eu de structuration. On a un peu une sorte de mise à distance de tout ce qui est rigide et cristallisé. Mais effectivement, il faut qu'on trouve un bon équilibre. Et ça, c'est un sujet absolument encore aujourd'hui. Et il me semble que vendredi, d'ailleurs, Clotilde, si je ne me trompe pas, avec Antoine, on a une discussion sur la structure juridique de WeShare, en plus en interne. Donc, c'est absolument d'actualité. Donc oui, il faut du contrôle, mais c'est des contrôles par le cadre. Les cadres que vous allez mettre en place, les structures, et pas forcément par des personnes. Peut-être que c'est là où réside un peu les différences. Alors, il y a la main levée de Salim Dewoko. Tu as la parole. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Ma préoccupation est celle-ci. Comment peut-on trouver, en fait, avoir un bailleur qui peut investir dans le développement, plus particulièrement dans le pays en conflit comme la République centrafricaine? Parce que tous les fonds que nous gérons ici, ce sont les fonds d'urgence qui consistent à assister directement les victimes. Et ces fonds n'ont pas de retour parce qu'on n'attend rien de retour de ces fonds-là. Et nous aimerions bien avoir, après toutes nos opportunités des affaires ou de développement dans le pays, nous aimerions prendre contact avec les bailleurs qui peuvent investir ou être en partenariat avec notre organisation, gagnant-gagnant, comme le pays, comme la Centrafrique. Parce que tout le monde voit la guerre. Quand ils voient la Centrafrique, ils voient la guerre. Salim, je me permets. Oui. Je vais formuler directement ta question. Est-ce que ta question, c'est de savoir comment mobiliser des veilleurs, des partenaires qui souscrivent à un projet que vous voulez mener, c'est ça, ou qui soutiennent vos initiatives? Oui. Exactement. Comment trouver en fait un partenaire ou un bailleur qui finance rien que le fonds de développement? Alors peut-être, j'imagine, WeShare, vous savez pas comment le faire à RCA, la République centrafricaine, mais comment vous abordez, parce que vous avez dit, vous êtes souvent maître à bord, vous initiez et vous allez trouver ceux qui sont intéressés. Comment vous y prenez? En fait, pour nous ici, en réalité, les projets sont souvent identifiés. Si vous me C'est une permettez. question du coup pour WeShare pour voir comment ils peuvent partager leur expérience de comment ils font. Ouais, je peux peut-être juste compléter.
C'est vrai qu'il y a une difficulté justement à pouvoir transposer un modèle sur tous les territoires, parce que juste l'explication qu'on a pu vous donner sur le financement, c'est vrai qu'il s'inscrit davantage en France. Et quoi qu'il arrive, on a toujours ce matelas au niveau individuel de se retrouver en fait sans salaire, sans source de revenus. Et à ce moment-là, on a un système social qui prend le relais. Donc, effectivement, on va prendre des risques en tant qu'individu sur des projets en collectif, mais quand même toujours avec cette possibilité, voilà, de pas se retrouver vraiment sur la paille. Et c'est peut-être là où justement le contexte est extrêmement important à préciser. Voilà, et bon, là, dans ce cas-là, j'en renvoie aux luttes sociales qui ont permis d'en arriver jusqu'ici. Mais sur la partie plus financement, partenariat, en fait, pareil, c'est avant tout l'histoire de l'intention, du manifeste qu'on a pu donner, c'est-à-dire que ce bailleur-là ou ce partenaire financier, la relation, elle va se faire sur du long terme, à condition qu'en fait on puisse parler de la même chose, qu'on ait des intentions communes et ensuite derrière de pouvoir mettre en place, envisager des actions ensemble. Elle va être plus difficile si c'est soit la source de financement extérieur qui vient directement à nous avec une idée très précise en tête, voire même l'inverse. Et là, peut-être que Clotilde, tu as un retour d'expérience à faire, notamment avec la fondation. Donc, en gros, d'être clair sur pourquoi vous faites ce que vous faites. Exactement, tout à fait. Valeurs qui guident ça, comme ça, les partenaires peuvent s'y reconnaître et souscrire à l'action que vous voulez mener, si je comprends bien. C'est ça. Si je peux juste rebondir un tout petit peu, parce que en fait, la question de Salim est très importante et je comprends complètement d'où elle vient, mais et Antoine l'a spécifié, on est dans un contexte particulier. Et effectivement, moi qui viens de Madagascar, par exemple, je sais que tout ce qui est question des bailleurs, etc., c'est une logique qui est quand même assez différente de celle dans laquelle on est. C'est là où on reconnaît complètement que notre approche, elle vient d'un contexte qui est celui de la France ou des pays européens. Mais peut-être dans le cas de Salim, c'est encore autre chose, mais en espérant que ces éléments-là puissent inspirer. C'est juste pour cette petite note de reconnaissance voilà, de là où on est. Et bien, merci beaucoup, Tana, pour ça. Et juste peut-être pour toi, Salim, pour ta précision, la journée de demain, elle est carrément centrée sur des modèles de financement des organisations de la société civile africaine. Et ça sera des exemples africains. Donc là, on est entré doucement, on a commencé hier à se poser des questions un peu philosophiques. Et plus ça va, on se rapproche des choses importantes. Donc n'hésitez pas à joindre, à identifier des sessions de demain qui touchent ces questions de financement et qui interrogent même ces questions de financement et ces modèles de financement au niveau systémique et global et au niveau organisationnel. Donc, c'est là où peut-être il y aura quelques éléments de réponse et des alternatives à prendre en compte. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de cette session. Je ne sais pas si, Fidèle, il y avait une question hyper brûlante, mais et sinon, Tana, Clotilde et Antoine, est-ce que les gens peuvent vous contacter s'ils ont des questions ou quoi? Est-ce que, voilà, n'hésitez pas à mettre dans les chats comment ça peut se faire. Donc, voilà, si vous pouvez. Ou si vous avez un compte, je ne sais pas moi, Facebook ou LinkedIn, peut-être que c'est ça qui peut être utile de voir vos évolutions, vos publications ou autre chose. Voilà, donc je pense que je vais vous remercier, vous et tous les participants qui sont là pour cette deuxième matinée qui vient de s'achever et qui continuent dans l'après-midi sur les questions finalement de l'argent, parce qu'on commence à atterrir sur l'argent et on a une session avec Francesca sur commençons à parler des questions de l'argent au travail, parce que c'est important. Donc, on vous invite à le suivre, ça va venir cet après-midi. Donc, voilà, qui est fidèle. Je ne sais pas si tu as un mot pour clôturer, voilà, avant de nous séparer. Voilà, merci une fois de plus à Antoine, merci Clotilde et merci à Tana. Je vois une activité vraiment très intéressante sur le chat où les trois s'investissent à répondre aux questions. Donc, il n'y a pas une question particulière que je voudrais relever parce qu'au fur et à mesure, ils s'en occupent. C'est simplement de continuer à
encourager les uns et les autres qui marquent un intérêt vraiment certain pour le WeShare. Ce serait intéressant d'avoir justement les contacts LinkedIn et Facebook de WeShare pour que les participants continuent de s'intéresser à ce qu'ils font. Je crois qu'il y a un grand intérêt à ce qu'une telle façon, une telle approche puisse être appropriée au niveau de l'Afrique et je dirais de l'Afrique centrale. Et je pense que c'est une bonne initiative que nous ne pouvons qu'encourager. Merci une fois de plus à tout le monde et rendez-vous cet après-midi pour la prochaine conférence. Bye bye. Merci, à très bientôt Merci. et à Merci. cet après-midi pour ceux qui continuent de nous suivre. Au revoir. Bon appétit tout le Merci, monde. au revoir. Bye bye, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il reste 2 minutes pour les... Ouais, juste... vous pouvez rester 2 minutes. voilà, on va rester entre nous, peut-être débriefer un peu. Ma caméra est bloquée. Enfin, c'est merci. 3 heures. Ce soir, on a ceci et quelle heure On vous entend, hein? En bon? Oui, Seigneur, merci. Vous m'entendez aussi, hein? J'ai pas de fermer. C'est dur. Ça va? Merci. Donc, j'ai encore 2 sessions le soir, c'est pas la fin de sortir. En fait, on se fait un appel sur Google Meet, peut-être, parce que là, ça peine à quitter. Oui, c'est vrai, j'ai la peine à quitter. Je suis en train de quitter, de toutes les façons. Allez, bonne soirée tout le monde. Je envoie un lien Google Meet Ouais. pour Google Meet. À tout à l'heure.